Excellence, Monsieur le Président de la République, et c'est une première dans notre histoire politique de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Excellence, Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des arrestations arbitraires. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement, depuis notre nomination comme ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les taux des exécutions barbares dans la ville de Kinshasa a systématiquement baissé. On ne se réveille plus un bon matin et on a un particulier qui va ravir la parcelle d'autrui. Excellence, vous pouvez vérifier, ça n'existe plus aujourd'hui à Kinshasa. De peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics et aussi sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'impunité
complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. Tout Congolais averti, tout Congolais victime de la situation en République démocratique du Congo, tout Congolais praticien de droit attend à ce que la justice soit améliorée. Et vous conviendrez avec moi que nous ne pouvons pas non plus donner l'impression que rien n'avait jamais été fait avant. Il y a eu des réformes qui ont été faites et ces réformes ont connu quelques difficultés. Entre autres, l'éclatement de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême d'antan, aujourd'hui avec cette juridiction des 3 ordres juridictionnels, ce qui nous a amené éventuellement à réfléchir. Dans quel cadre réfléchissons-nous? C'est dans ce cadre des États généraux de la justice. Et d'ici, nous allons essayer de voir l'éventualité de pouvoir adapter, je réponds à votre question, d'adapter les résolutions aux réalités actuelles de la justice. Et au-delà de ça, il faille à ce que nous puissions améliorer aussi, voir quelles sont les difficultés, les obstacles que nous avons connus pour faire en sorte que notre justice soit réellement une justice accessible à tous et aussi que l'administration de la justice puisse garantir la sécurité qui est attendue d'elle. Dans mon entame ici, dans mon propos, j'ai été beaucoup plus explicite là-dessus. J'ai dit qu'il y a eu d'autres réformes qui ont été engagées, d'autres états généraux qui ont été organisés. J'ai dit qu'il y a eu des résolutions, des recommandations qui ont été prises, mais seulement qu'il y a eu des obstacles. De 2015 jusqu'à l'avènement de la Cour constitutionnelle, la réalité judiciaire, juridictionnelle avait évolué autrement. Et donc, je crois, comme vous le dites, vous avez posé la question de savoir, avec ce qui avait été entreprise, vous avez suivi le président de la République, il dit que nous avons le cœur à l'œuvre, c'est-à-dire que la vision a été clairement définie par le président Tshisekedi et le Premier ministre par le ministre de la Justice ont porté et le ministre de la Justice tend à matérialiser cette vision qui a été à la base. Et nous pensons que nous pouvons espérer, nous pouvons attendre beaucoup de ces assises, de ces états généraux de la justice. Et d'ailleurs, en termes d'innovation, ces états généraux de la justice n'ont pas pris que les partenaires directs ou les acteurs directs de la justice. Nous sommes allés au-delà de cette réalité parce qu'il y a l'implication des partenaires indirects, c'est-à-dire entre autres les mamans marchandes. Nous prenons toutes les couches de la société pour que éventuellement tout le monde dise comment ils appréhendent la justice. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez suivi les confessions religieuses donner leur entendement de comment la justice fonctionne, comment la justice devrait fonctionner. Et donc, nous allons évoluer tel quel, nous allons avoir le professionnel de droit, c'est-à-dire les avocats d'une part, et d'une autre part, nous aurons les magistrats et tous les autres acteurs pour éventuellement permettre à ce qu'avec des idées claires, et aujourd'hui, vous avez suivi, il y a un magistrat qui a même demandé quelles sont les garanties que s'il mettait tout sur la place publique, qu'il ne puisse pas être sanctionné. Et donc, je crois que nous pouvons accepter d'accompagner ces assises sous l'égide du ministre de la Justice et éventuellement avec la bénédiction du président de la République, et nous pensons que les choses meilleures peuvent sortir de ceci. N'oubliez pas, le président il a dit une chose pour dire qu'il veut que la justice soit le socle de ce qui élève réellement la nation. C'est-à-dire que nous devons joindre la parole de Dieu qui dit que la justice élève une nation de la pratique. Voilà. Les engagements qu'ont pris le chef de l'État me confirment que les choses peuvent changer. Et surtout quand le ministre dit je suis encouragé par le chef de l'État. Le chef de l'État dit que je l'encourage. Donc c'est un des éléments qui fait que la justice de notre pays ne marche pas. Cet élément-là, c'est quoi? C'est qu'il manque d'hommes qui soient en mesure de mettre en application les mesures qui sont prises. Donc je suis convaincu que Dieu peut être de notre côté. Et surtout quand j'ai entendu le chef de l'État, à plus d'une fois, il a répété
les Écritures saintes déclarent notre justice, déjà avec les systèmes de l'État, où on se retrouve dans un État laïque, nous n'avons pas de bases qui peuvent permettre à ce que la justice avance. Dans n'importe quel pays, la justice a toujours une base. Ce sont les Écritures saintes ou c'est la tradition du peuple. Mais ici, aucune base. Donc les gens qui sont sans morale, sans conscience, parce qu'ils n'ont aucune conviction, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis venu en tant que membre de la commission multisectorielle que le ministre d'État a mis sur pied pour l'assainissement. Je suis venu pour apporter ma pierre à la révision de la loi 004, c'est-à-dire qui doit être pratiquement abrogée et que cette loi-là pourrait donc permettre finalement à ce qu'on comprenne les choses. Le ministre a dit qu'on va avoir le permis de culte. Moi, j'ai toujours le terme de dire c'est pas un permis de culte, mais le permis d'exercice ministériel. Il a parlé souvent de pasteurs, mais ce n'est pas les pasteurs, mais tous les ministres des cultes, la manière qui se présente. Les catholiques compris, les protestants, tout le monde est compris. Et la loi doit être visée, pourquoi? Parce qu'elle est un peu liberticide. C'est une loi qui contraint les uns et qui laisse aux autres. Et puis cette loi-là, la loi 004 sur les confessions religieuses, ne parle pas en termes clairs de ce qu'on appelle église. Ni ministère, ni communauté, ni confession religieuse. Les termes qui sont utilisés sont des termes qui sont inadaptés, inappropriés. On parle de asbel confessionnel qui est utilisé dans la loi 004 4 fois. Et l'association confessionnelle utilisée plus ou moins 18 fois. Et toutes ces choses-là ne disent rien sur les églises. Et pourtant, ailleurs, on va retrouver qu'il y a des conditions, il y a des contraintes. Alors, je suis venu parce que lors de la réforme, si vous ratez de présenter les insuffisances de cette loi, qui manque de mesures d'application, retenez très bien que tout est parti et on a tout raté. Porter des réformes, donc il faut diagnostiquer, il faut accepter qu'il y a des problèmes. Cela, tant dans la société, parce que c'est une société souvent qui ne respecte pas les règles, qui tombe dans les dérives et qui se retrouve devant la justice. De demander à la justice de dire le droit, trois, demander à l'État, contrôler le gouvernement, de mettre l'appareil judiciaire de tous ceux qui y travaillent, à commencer d'abord par les équipements, etc., comme l'a dit le chef de l'État, de moderniser, mais aussi que ce personnel soit mis dans des conditions avec des salaires, avec une prise en charge, l'habitat, le transport, l'éducation, la santé, pour qu'il n'ait pas besoin de faire recours à d'autres moyens pour pouvoir survivre, qu'ils puissent alors faire leur travail pour le bien du peuple. Ça me ravit beaucoup d'avoir un ministre comme Constant Mutamba d'après son discours, parce qu'il y a beaucoup d'idées que nous avons au sein de notre organisation, mais nous manquons toujours la porte pour que nous puissions apporter ça. Mais je crois qu'avec ces états généraux, nous allons les apporter. C'est-à-dire quoi? Notre gouvernement est gangréné. Il a été pris en otage depuis des décennies. Je vais vous donner un exemple typique. Vous voyez les gens qui sont dans le pouvoir législatif et ils sont au même moment dans le pouvoir exécutif. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un a sollicité la confiance du peuple congolais et les Congolais lui ont accordé le mandat de leur défendre pendant 5 ans au sein du Parlement. Mais cette même personne, demain vous le retrouvez au gouvernement, il est devenu ministre. Et sa place, il va laisser soit sa femme, soit son enfant, soit son neveu. Et vous comprenez là que le pays a un niveau de corruption trop élevé. Et il faut vraiment qu'il y ait de décisions fermes, sans
des intimidations parce qu'il y a des gens qui font des choses. Non, je vais appeler les colonels, je suis fils d'eux, je suis de la famille telle. Alors là, il faut que la justice puisse faire son travail sans faire distinction de qui que ce soit. Il y a une seule chose qui peut faire à ce que la justice puisse reprendre sa phase, à ce que le temps de notre justice puisse se relever. Il faut seulement lutter contre l'impunité. Parce que tout ça est centralisé sur l'impunité. Autant plus que les gens ne sont pas sanctionnés par rapport aux défauts qu'ils font, ils commettent toujours des erreurs parce qu'ils savent qu'ils sont libres ou peut-être vont payer l'argent. On paie la justice avec l'argent, c'est ce que nous vivons dans nos pays. Mais si on applique l'impunité, le véritable impunité, je vous rassure que les choses vont marcher. Si je peux terminer ce que j'étais en train de dire à la première question. Quand vous mettez quelqu'un qui est suppléant à la place, le peuple ne connaît pas cette personne, mais la personne est là, et lorsqu'il est là, on va voter une loi contre la volonté du peuple ou qui va laisser la population souffrir. Lui ne peut pas s'élever pour voter une motion interdisant cette loi ou s'opposer à cette loi. Pourquoi? Parce qu'il sait que si par exemple le ministre a détourné, il est dans le siège de ce même ministre, lui, le ministre sera révoqué au gouvernement, il va reprendre son siège. C'est là où il y a le problème de deux gouvernements. Il y a quelqu'un qui est à la fois et au législatif et à l'exécutif. Raison pour laquelle nous devons encourager Constant Mutamba pour que l'impunité puisse prendre sa place. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.